Bonjour à toutes et à tous. Salut. C'est Kevin Xavier pour les Ludovores et on revient vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de review avec la voix un peu cassée mais vous me le pardonnerez pour Pillars of Heracles qui s'apprête à débuter sa campagne de financement participatif sur Kickstarter. Bien entendu, comme à l'accoutumée, il s'agit d'un prototype, donc les éléments visuels en tout cas vont certainement être amenés à changer, peut-être même certains éléments de gameplay, on ne sait pas, c'est toujours comme ça avec le financement participatif. Alors de quel type de jeu s'agit-il, nous demanderez-vous? C'est potentiellement un petit peu pour ça que vous êtes là aussi. Quand même. Dans cette review, on va vous présenter un petit plan large des règles, sans entrer dans les détails bien évidemment, ce serait trop long. Puis ensuite, bien sûr, comme à l'accoutumée, les points positifs selon nous, négatifs selon nous, les points qui pourraient potentiellement ne pas vous plaire à vous également, parce qu'on pense à vous. Et oui. On ne pense pas qu'à nos gueules. Non. Voilà, on est sympa, on est comme ça nous, contrairement à Nix. Lui n'est pas sympathique. Il n'est pas sympa, c'est vrai. Il l'a dit lui-même. C'est vrai, je n'y peux rien. Dit, non, là, il n'y a rien à dire, c'est lui. C'est bon, on t'aime quand même Nix. Voilà. Quoi qu'il en soit, de quoi s'agit-il Pillars of Heracles? Alors, c'est un mélange de plusieurs jeux, on pourrait le dire. Ça s'apparente brièvement, vous allez le voir, parce que là, on a deux caméras. Le luxe, le YouTube money, même pas. Même pas. Ça s'apparente un peu à un jeu de civilisation. Ça n'en est pas vraiment un. Non. Il n'y a pas d'arbre de compétences, de technologie, etc. Même s'il y a des choses qui pourraient s'y apparenter un petit peu. Ça pourrait s'apparenter aussi un peu à un 4X. Oui. Mais en fait, ce serait juste un 3X, parce qu'il n'y a pas d'extermination là-dedans. C'est vrai, exact. Il y a bien sûr de la gestion de ressources, mais bon, ça c'est ce qui se rapproche généralement d'un des mécanismes centraux de jeux de civilisation de toute manière. Donc c'est assez logique. Il y a bien sûr du contrôle du territoire, mais ça aussi c'est logique dans l'aspect civilisation, contrôle du territoire de ce jeu-là. Donc ça c'est assez logique. Ce qu'on va faire, on va incarner une cité-état parmi un lot de cités-états disponibles dans le jeu. Là par exemple, moi j'ai tiré Athénaï, que vous voyez ici, qui me permettra de construire des bâtiments à un coût un petit peu plus modéré, puisque chaque cité-état va avoir sa propre particularité, donc vous avez un petit départ asymétrique, une petite compétence asymétrique. Et à partir de ce point de départ, eh bien, vous allez chercher à vous déployer sur l'entièreté de la map, sachant qu'il y aura des régions interdites, inutilisées, neutralisées, si vous jouez à 2 joueurs, 2 régions en moins, à 3 joueurs, 1 région en moins. Et à partir de là, donc, on va s'étendre, on va ajouter des unités de combat, donc des hoplites ou des unités de ouvriers, voilà. Pour construire des bâtiments notamment, ou encore des navires pour nous amener à nous déplacer plus facilement. On va être amené à construire des villes, et aussi, et surtout, on va être amené à progresser sur l'une des 6 pistes qui nous permettront chacune des choses différentes, renforcer notre puissance militaire, engager des demi-dieux, voilà. Des titans ou des dieux. On peut dire engagé, oui, et ça c'est pas mal. Ça va être super impactant dans le jeu. Ah, ça c'est vrai, c'est vrai. En gros, c'est typiquement ce genre de cartes à compétences qui vont briser les règles du jeu dans le bon sens du terme. C'est très agréable. On a aussi des cartes qui nous des pistes qui vont nous permettre d'avoir une plus grande main ou de nous permettre aussi de avoir une plus grande flexibilité au niveau des déplacements sur la rondelle, autre mécanisme que je vais aborder un peu plus tard. D'autres qui vont nous permettre d'avoir plus de déplacements ou d'obtenir des monuments, parce qu'on aura aussi des monuments, on aura aussi des cartes de personnages, car oui, il y a aussi un aspect de deck building. C'est vrai. Donc vous voyez que c'est quand même pas mal de mécanismes qui sont intrinsèquement connectés les uns aux autres. Tout à fait. Justement, on en vient à un des mécanismes vraiment centraux, parce qu'on va être amené à le faire à tous les tours quasiment, c'est le mécanisme de rondelle que vous apercevez ici. Alors là, du coup, on va remettre mon jeton parce que je l'ai déplacé, on n'en est pas un, il en manquait un à cause du proto. Bref, on va à chacun de nos tours jouer une carte de notre main, avec l'aspect deck building bien évidemment, là c'est des cartes de fin de partie quasiment on va dire, mais au début vous allez partir avec des cartes beaucoup plus faibles. On va placer une carte. Ici, c'est un 3, donc je vais progresser de 3, d'accord, plus ou moins 1 si j'ai avancé dans la piste qui se trouve là-bas, et ensuite je vais faire l'action qui s'y trouve, donc ici ce serait par une build, donc je pourrais, avec les bâtiments qui restent sur mon plateau de joueurs, construire un bâtiment parmi les 6 qui sont ici au début de la partie. On pourra aussi faire du procure qui nous permettra d'obtenir de nouvelles cartes, que ce soit des cartes de personnages ou des cartes de monuments. C'est ça. Ensuite, avec le deploy, eh bien, comme son nom l'indique, on pourra déployer des unités militaires, ouvrières, bateaux de notre plateau sur le plateau central,
en fonction de ce qui s'y trouve. Hein. Bateau serait pour les ports, les ouvriers pour les agodas, je crois. Et les agoras, les agoras, oui, je dis agoda, c'est un site de voyage. C'est ça, oui. Et les hoplites, s'il y a une ville ou une citadelle. Une citadelle, c'est ça. Build, je l'ai déjà mentionné. Et puis ensuite settle, puisque en début de partie, vous aurez ce genre de petites tuiles sur le plateau, à différentes régions, enfin toutes les régions inoccupées actuellement. Vous les retournez quand vous envoyez des unités dessus, ça vous donnera la puissance que vous devrez dépasser, atteindre ou dépasser, pour ensuite pouvoir prendre possession de la zone, y apposer un de vos petits piliers comme ceci. Vous aurez ensuite accès à des ressources, vous aurez aussi accès à une obtention de cartes par exemple, ce genre de petits bonus de ci de là. Voilà. Ensuite, on a la dernière action qui est super intéressante aussi, qui est l'action de Ascend, donc ascension, on va dire, oui, c'est ça. qui va nous permettre justement de progresser sur les 6 pistes moyennant finance, puisque bien sûr, pour progresser, par exemple, ici, il me faudra un acier, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, en fonction de la progression, du stade de progression auquel je suis actuellement. Tout à fait. On peut même peut-être parler maintenant, puisque tu as parlé de la progression, des conditions de fin de partie, puisque c'est intimement lié. Il y a 3 conditions de fin de partie. Ouais. La première, c'est que la fin de partie se déclenche si quelqu'un a construit civil. Oui. Contrôle civil, pardon. La deuxième condition, c'est si 3 cartes de prophétie de niveau 3 ont été réalisées, par qui que ce soit, en cumulé. Ça n'est pas par une seule personne. Et enfin, si un nombre égal au nombre de joueurs, un nombre de pistes est arrivé au dernier niveau. Si par exemple on joue à 2, et bien si deux pistes sont au dernier niveau, au niveau 5, et bien la fin de partie se déclenche, il reste un dernier tour à jouer, puis on compte. Alors justement là on compte, et bien finalement tout ce qu'on a construit et déployé ne compte pas comme point à la fin de la partie, c'est plutôt un moyen pour atteindre cette fin de partie, sachant que les points seront les prophéties réalisées, les villes construites et les régions contrôlées, sachant que du coup, par exemple ici, vous avez une région qui est contestée, l'Italie, avec les unités de Kevin en bleu et les miennes. On va compter la puissance de chaque figurine présente, et celui qui aura le plus gros score contrôlera cette région et donc engrangera les points. Ce qui fait que ça fait des scores finaux qui ne sont pas extrêmement élevés. Donc pour l'instant, on n'a jamais dépassé 34 points, oui, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Donc voilà, en fait c'est intéressant parce que tout ce qu'on va construire au cours de la partie, eh bien c'est pas parce que ça va nous rapporter des points, c'est parce que ça va nous aider à accumuler des points à la fin. Donc il faut garder ça à l'esprit. Et tu viens de mentionner les cartes de prophétie que j'avais pas encore abordées, mais sur chacune des zones, vous voyez des cartes de prophétie. On va devoir essayer de compléter les missions qui s'y trouvent pour espérer engranger les points à la fin de la partie. Niveau 1, 1 point, niveau 2, 2 points, niveau 3, mystère, 3 points. 3 points. Surprise. Sachant qu'évidemment, chaque niveau est de plus en plus difficile. Le niveau 1 est presque instantanément réalisable, en tour 1, voire tour 2 maximum. Genre avoir un temple, voilà. Ou avoir un pilier posé sur un endroit où on n'a pas encore construit de cité, par exemple. C'est ça, exactement. Là, vous avez un exemple de niveau 2, il faudra avoir 3 piliers. 3 piliers sur les 3 zones de l'Italie, et également 2 ouvriers dessus. Donc c'est un petit peu plus complexe. Et là, par contre, les niveaux 3, c'est quand même beaucoup plus compliqué, parce que généralement, ça va nécessiter d'avoir toute la zone, enfin toute la région occupée par nos unités, ainsi que une condition supplémentaire. C'est ça, une condition variable. Un peu plus compliqué à réaliser, généralement. Alors on peut noter que les cartes dont tu as parlé pour le deck building, en fait, elles s'utilisent de 2 manières. La première manière, c'est tel quel, ça va se voir, puisque tu en as une ici, c'est très bien. On va utiliser pour le chiffre qui est indiqué ici pour se déplacer sur la rondelle, et éventuellement s'il y a un texte. Ou alors, si c'est une carte qu'on va jouer après, on va l'utiliser pour payer des ressources, ça équivalent, plus éventuellement les ressources qu'on peut avoir sur le plateau. Donc avec ces cartes et ces cartes-là, on va payer des coûts pour se déplacer sur les pistes, pour acheter d'autres cartes, pour construire des choses, et ainsi de suite. Sachant qu'effectivement, les cartes sont donc, vous l'aurez compris, multi-usages. C'est ça. Puisque vous aurez donc le choix de l'utiliser pour progresser sur la rondelle et appliquer le pouvoir qui se trouve, ou l'utiliser comme ressource, ou encore l'utiliser pour renforcer votre présence sur une zone, pour en prendre possession, puisque le 3 ici pourra être utilisé en combat, entre guillemets, en phase de settle, donc d'installation dans une région après en avoir chassé les barbares. Tout à fait. Et dernière petite chose dont tu n'as pas parlé, mais il y en a des exemples sur ton plateau, c'est que vous avez les différentes zones
qui sont découpées en barres, et si jamais vous videz entièrement une barre, vous avez le droit de prendre une tuile de stratégie qui correspond au logo de la zone que vous avez vidée, et qui va vous donner des bonus intéressants. Par exemple, dans ce qui est la catégorie Settle, eh bien, généralement, ça fait que les ressources du type de la tuile vont être doublées. C'est-à-dire que si vous payez par exemple un fer, eh bien, en fait, vous allez en générer 2. Donc si vous avez le contrôle de la même type de ressources beaucoup de fois, vous allez pouvoir cumuler cette ressource-là de manière beaucoup plus intéressante. Tout à l'heure, avec 3 sources de 20, j'en ai produit 6. Ouais. Donc 6 sur certaines pistes, ça fait la différence pour grimper, ou ça fait la différence pour payer des choses et des trucs comme ça. Ouais. Autre truc qu'on a abordé très brièvement et sur lequel on peut s'appesantir un tout petit peu plus, c'est donc les cartes de mythologie, qui sont divisées en 3 parties, les demi-dieux, les titans et les dieux. On pourrait dire typiquement par ordre croissant de puissance, même si en réalité c'est assez situationnel. C'est vrai. Par moment, vous aurez peut-être tendance à préférer avoir un demi-dieu plutôt qu'un dieu. Ça dépend vraiment de la situation dans laquelle on se retrouve, de quel est votre objectif également. Tout à fait. Donc ça, il faut le savoir. Et par exemple, on a un petit exemple avec un titan qui est donc ici Theia, je l'ai mis à l'envers, voilà, Theia, qui, elle, par exemple, vous permettra de choper 2 cartes personnages comme ça, direct, sans rien avoir à payer. Donc vraiment très très puissant. Par contre, une fois que vous les aurez utilisées, elles seront tapées, on va dire, elles seront inclinées, et pour les ramener entre guillemets à la vie, il faudra dépenser 2 20 ou parfois 1 20 pour les demi-dieux, pour pouvoir ensuite les réutiliser. Donc c'est des effets que vous ne serez pas forcément amené à réutiliser très très souvent dans la partie, tout à un coup. Mais qui peuvent vraiment impacter très très fortement la partie en cours. Donc super intéressant. Et peut-être pour terminer sur les règles, on peut noter que donc, une fois que c'est à vous de jouer, vous avez 2 types d'actions. Le premier type qui va être le plus souvent utilisé, c'est-à-dire vous allez réellement faire une action, et le deuxième type, vous n'avez plus rien à faire parce que vous n'avez plus de ressources, vous allez prendre un tour pour vous réapprovisionner, c'est-à-dire reprendre des cartes en main, libérer vos gisements, vos ressources de leurs piliers, et repartir le tour suivant. Tout est dans la gestion du timing, voilà. Jusqu'où on peut continuer à jouer avec le peu de cartes qu'on a, quand est-ce qu'il est stratégique de sacrifier un tour pour pouvoir se réapprovisionner et repartir sur de meilleures bases, c'est un des mécanismes très importants du jeu. Yeah. D'autant plus qu'on a l'action de Ascend, que j'ai mentionné tout à l'heure, d'ascension, qui va vous bouffer énormément de ressources pour pouvoir progresser sur les différentes pistes, ce qui est vachement intéressant, vachement important dans le jeu. Du coup, vous aurez à cœur, avant d'arriver sur la piste de Ascend, ici, d'avoir une main de cartes assez conséquente, ce sans quoi vous ne pourrez pas progresser des masses. Parce que vous pourrez progresser sur plusieurs pistes à la fois, rien ne vous en empêche tant que vous avez des ressources. Donc dépensez les ressources sur le plateau avec vos piliers, dépensez les ressources que vous avez en main également, pour essayer de progresser un maximum. Tout à fait. Donc il faut bien gérer son timing, il faut quelque part un peu programmer la suite sur peut-être 2-3 tours. Moi, ce tour-ci je vais faire ça parce qu'au tour suivant je pourrais faire ça, et au dernier tour je pourrais faire ça comme ça. C'est assez rock'n'roll quand même, c'est assez rock'n'roll, il faut bien le dire. Je pense qu'on a à peu près fait le tour des différentes choses. Des points de règle, en tout cas, ça devrait aller. On va pouvoir maintenant passer aux points positifs. Ah, juste une dernière chose qu'on n'a pas mentionné, parce que nous, on a toujours joué que ça, mais le plateau est double face. La Méditerranée ou la mer Égée, donc qui est un zoom en fait ici. Les 2 plateaux fonctionnent de la même manière, c'est juste que chaque tuile de ville que vous avez a aussi une contrepartie dans la zone égéenne. Et chaque tuile vous indique dans quelle région et dans quel territoire vous allez placer votre cité de départ. Donc là aussi, il y a une asymétrie. Il y a une asymétrie de cité. Le pouvoir est différent. Voilà, chaque cité a un pouvoir qui est différent. Bon, pour des raisons logiques, on ne va pas renverser le plateau. Non, je pense que vous comprendrez que là, c'est le bordel. Ça va aller. Donc non. Donc on passe aux parties habituelles. Les points positifs, négatifs, qui pourraient potentiellement être négatifs pour vous également. Et enfin un petit bilan, pour notre avis global. On a donc commencé par les parties plus positives, et je vous le dis d'emblée, il y en a plus pour moi que des parties négatives. Ça est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Je dois dire aussi que moi je pense que le positif dépasse assez largement le négatif, je pense. D'abord, j'aime beaucoup... On va commencer par les fioritures, on va dire. Sûr. La direction artistique, de manière générale, est quand même très très belle. Bon, j'aurais pas besoin de le dire, je suis entièrement d'accord. Elle est très très raccord, toutes les illustrations sont très bien dans le thème. Les dieux, les titans, tout ça sont très impressionnants, très classe. Visuellement, et même, ce n'est qu'un prototype, mais les jetons, les pions tels que nous les avons là, sont sympas.
La qualité du plastique est encore un peu moyen, mais bien sûr. En tout cas on peut espérer une version finale qui sera vraiment assez classe, et puis vraiment visuellement ça envoie du pâté, enfin plutôt du plastique pour le coup, mais ça présente bien, vous aurez compris. C'est vrai, tout à fait. Second point positif pour toi peut-être Second point positif, c'est que finalement il y a pas mal de variabilité qui va vous permettre de rejouer plein de parties sans tomber sur les mêmes configurations. Déjà, comme mentionné, les cités-états changent à chaque partie, on peut sélectionner une autre cité-état. Et puis deuxièmement, les barres de progression sont distribuées au hasard au début de chaque partie, les prophéties aussi. Et bien sûr, après, il y a tout le côté aléatoire du tirage de cartes. Bien sûr. Donc moi je pense que c'est un jeu qui a une potentialité de rejouabilité assez importante. Et qui dit... du coup, rejouabilité importante de par la variabilité assez forte, dit aussi courbe de progression assez présente également. Tout à fait. Parce que entre les 3 parties qu'on a fait, j'ai quand même pas mal augmenté entre les 2 premières en tout cas. La troisième un petit peu moins, mais on était pas mal sur la même configuration, parce que la deuxième c'était 3 joueurs. Oui, c'est vrai. Là on est repassé à 2 joueurs, mais j'ai quand même fait des scores assez conséquents par rapport à la première partie. Tout à fait. Il y a d'autres choses qui m'ont paru vraiment intéressantes, notamment l'aspect de votre phase d'action, parce que comme l'a dit Xavier tout à l'heure, vous avez une phase où vous allez effectuer des actions sur la rondelle, etc., ou faire une action de replenish, donc de vous réapprovisionner, de réapprovisionner votre main, vos piliers, etc. Et du coup, la gestion du timing est super intéressante, parce que vous allez potentiellement faire 2 ou 3 tours de rondelle avant de peut-être récupérer des cartes dans votre main, mais en attendant, si l'autre adversaire ou les autres adversaires autour de la table veulent faire la même action que vous, s'ils atterrissent sur le même emplacement que vous, ils vont vous donner une carte, donc ça va potentiellement aussi repousser l'action de replenish. Tout à fait. Ça aussi c'est assez intéressant. C'est vrai. Et je pense par contre qu'il y a de plus en plus d'impact au fur et à mesure que tu as de plus en plus de joueurs, puisque tu as de plus en plus de chances que quelqu'un vienne faire la même action que toi. Donc finalement, les phases de replenish où on aurait toujours un peu l'impression de perdre son temps parce qu'on ne fait rien finalement à part prendre des cartes et déplacer des piliers, n'est pas si fréquente que ça si on arrive à bien mener sa barque. Je pense. Si on arrive à être bien dans le bon timing. Et du coup, ça s'apprend, et les premières parties seront moins bien réussies que les parties suivantes. Et finalement, ça, c'est pour moi un très gros point positif. Un jeu auquel je peux jouer de manière maximum dès la première partie, c'est un peu dommage. Oui, bien sûr. Dommage. Ça dépend du type de jeu, mais bien sûr, quand même, généralement... Mais un jeu de ce type, un jeu de ce type-là qui est par sa nature un peu complexe, ça c'est bien. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est le plateau des joueurs, parce qu'il est clair, pour l'instant dans l'état du prototype, à savoir que chaque zone sur laquelle vous allez poser des choses à construire ou à déployer sont bien zonées et correspondent bien à une des actions. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, construire par erreur un bateau pendant un build, puisque c'est marqué deploy, et les builds ne sont que là. Ça c'est bien, c'est un petit truc tout bête, mais je trouve que ça devrait être systématisé dans beaucoup de jeux. On ne souligne pas assez d'ailleurs justement l'ergonomie des plateaux, la clarté de l'iconographie de manière générale, donc oui c'est bon de le souligner malgré tout. Tout à fait. Il est quand même très réussi de ce point de vue là, alors que c'est déjà un primo-éditeur. Oui. C'est pas le premier jeu de l'auteur, mais c'est un primo-éditeur, donc on pourrait estimer qu'il y aura certainement quelques petites choses à améliorer aussi de là au niveau justement de l'iconographie, de l'ergonomie. Pour l'instant ça ne va pas être tellement le cas. Non, l'iconographie elle est plutôt claire. Elle est plutôt claire. Donc après une partie, tu reviens plus tellement aux règles pour l'iconographie. Si ce n'est peut-être un petit peu pour les tuiles de stratégie qui sont pas forcément toujours les plus faciles à comprendre. Les plus explicites, c'est vrai. Et puis, nous, étant donné que c'est un prototype, il y avait une petite erreur, à savoir que les cartes divines avaient toutes le même dos alors qu'elles ont de 3 catégories différentes. Mais ça, l'éditeur nous l'avait dit, on a fait une erreur, ça sera absolument pas comme ça dans le produit final, bien entendu. Il y a un autre truc que moi j'ai beaucoup apprécié, mais qui pourrait revenir dans les parties que vous n'appréciez pas. Ça dépendra vraiment de votre profil de joueur, de profil de groupe potentiellement. C'est que c'est le 4X, 6004X, le plus amical du monde. Oui, d'accord. C'est-à-dire que vous allez potentiellement pouvoir prendre possession des villes de vos adversaires en les assiégeant. Il suffit de dépasser son pouvoir sur la région en question avec vos unités pour prendre possession de sa ville. Mais aucune unité ne va disparaître, aucun de ces autres bâtiments ne va disparaître non plus. Donc, bon, vous allez coloniser plutôt qu'exterminer en réalité. C'est ça en fait, c'est vrai. Et en plus, vous ne pouvez pas éliminer quelqu'un complètement de la partie, puisque si vous assiégez la dernière cité qu'il possède, vous ne pouvez pas la conquérir. Vous ne pouvez pas en prendre possession. Elle ne peut jamais changer de main. Ça n'est pas forcément la cité de base, ça peut être une autre cité, mais en tout cas, vous aurez toujours une cité. Donc vous êtes toujours dans la partie jusqu'au bout. Vous allez peut-être souffrir, ça par contre c'est autre chose, mais en tout cas vous ne serez pas éliminé de manière prématurée, et ça c'est important parce que les jeux qui éliminent de manière prématurée, parfois ça passe pas très bien parmi les joueurs. On en voit de moins en moins quand même ces dernières années.
C'est vrai que c'est quand même désagréable. Ouais, je me souviens, surtout sur un jeu de cette longueur-là aussi. Je me souviens la première fois où on a joué à Nemesis, où finalement c'était un peu passé comme ça. Bon, bah voilà, il y a un joueur qui attend que les autres aient fini de jouer. Je t'ai pas éliminé en fait. Non, mais j'avais gagné avant tout le monde. Voilà, t'avais gagné avant tout le monde. Donc. Je m'étais échappé pour être. C'est pas glorieux. C'est ça. C'est pas glorieux. Donc la direction artistique, l'ergonomie du jeu en général, la complexité, la rejouabilité, l'amicabilité qui peut être éventuellement aussi un point plutôt négatif, on en reviendra là. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te... moi j'aime beaucoup, mais c'est pas la première fois que vous m'entendrez dire ça, les jeux qui vous procurent un sentiment de frustration positive. Clairement la rondelle, quasiment à chaque tour, vous allez vous dire, ça j'ai envie de le faire, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ah c'est chiant, qu'est-ce que je fais? Donc il y a vraiment cette notion de timing que tu as abordé tout à l'heure, mais du coup, chacune des actions donne envie. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment cool. Il n'y a pas une action où vraiment tu te dis, ouais, ça, osef. Après, peut-être que selon le gameplay que vous allez adopter au cours de votre partie, en fonction de votre spécificité de cet état, etc., va plutôt vous encourager à poursuivre tel ou tel choix, mais quand même, vous avez toujours des choix super intéressants. C'est vrai, c'est vrai. Par exemple, toi, ta cité t'encourageait à bâtir, ouais. Alors que moi, ma cité m'encourageait à progresser sur les pistes qui sont ici, pour obtenir des bonus quand quelqu'un essaie de se rapprocher de mon jeton. Donc c'est deux philosophies assez différentes. Je sais qu'il y en a qui donnaient plus de déplacement éventuellement. Ouais, plus de pouvoir pour tes unités unitaires. C'est ça, exactement. Donc il y a vraiment un panel intéressant, c'est clair. Autre petit truc qu'on pourra mentionner en positif, même si on le précise, pas eu assez d'expérience à ce niveau-là, c'est que le jeu s'accompagne de petits modules en plus du jeu de base. Là vous en voyez un avec les barbares, qui vont venir ajouter un petit peu de sel, peut-être plus particulièrement quand vous jouez à 3-4 joueurs à mon avis, mais qui est toujours bienvenu. On a aussi ici des personnages mythologiques, on en a 5 pour l'instant, peut-être qu'il y en aura plus avec les stretch goals. Possible. Moi par exemple j'avais Hercule pour la partie, donc il faut bien sûr le recruter pour l'envoyer sur le plateau, vous le voyez ici, en tant qu'unité un peu comme un hoplite, sauf que chacun de ces personnages vont avoir une spécificité, encore un petit peu plus d'asymétrie du coup, et ça peut être assez intéressant. À noter que c'est une spécificité qui en général est en relation directe avec la mythologie. Héraclès, il est fort. Oui, il est hyper balèze. Héraclès, c'est un combattant, et dans certaines conditions, il est encore plus combattant. Donc, c'est raccord avec sa légende, quoi. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Oui, thématiquement, on peut aussi souligner que généralement, les cartes font sens. C'est vrai, c'est vrai. Les cartes font plutôt sens, tout à fait. De manière générale. D'autant plus que, du coup, en plus d'être thématiques, elles sont aussi multi-usages, comme je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, qui est un truc que j'apprécie tout particulièrement dans les jeux, depuis notre découverte de Maracaibo ensemble. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup les cartes qui vous proposent des, comment dirais-je, des dilemmes. Oui, comment l'utiliser. Tous intéressants, mais du coup, lequel prendre. Parce que l'autre ne sera plus utilisable. Donc ça, c'est super intéressant. Ça, c'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est bien. Ok. On va peut-être passer maintenant au point négatif. Ouais. Si on en a. On a dit que tout à l'heure, nos points positifs dépassaient a priori largement les points négatifs, mais on a peut-être quand même quelques points négatifs. Alors moi, je vais peut-être commencer. J'ai un point négatif particulièrement. Tout à l'heure, Kevin a parlé du fait que c'était un jeu amical. Moi, ça me pose un problème juste pour une chose, c'est que, par exemple, lorsque vous avez fait l'action de settle, donc vous avez mis un pilier de votre civilisation dans une zone, et ben en fait, à part certaines cartes de dieu, il n'y a plus jamais moyen de s'en défaire. Et ça me pose un tout petit problème, parce que si jamais quelqu'un d'autre vient sur le territoire, dépasse l'influence, prend le contrôle de la zone, et ben il prend quand même pas le contrôle de la ressource. Et ça me semble une erreur. Alors, est-ce que les règles étaient écrites de manière un peu ambiguë pour l'instant en termes de prototype? Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer? Ou est-ce que c'est fait comme ça? Je peux pas vous dire, mais en termes de jeu actuellement, ça, c'est le petit truc thématique qui m'ennuie un peu, parce que ça veut dire que c'est une course. Alors, certes, finalement, c'est une course. Mais c'est une course où, dans certains cas, tu n'as plus de manière de renverser la course. Parce qu'une fois que tu es installé, tu n'es plus délogeable. Et ça, c'est un peu dommage. Les pistes, tu peux être dépassé sur les pistes, tout ça, mais une fois que tu as installé ton pilier quelque part, bah, c'est fini, c'est pour toi, et c'est terminé jusqu'à la fin de la partie. C'est un peu bizarre. Thématiquement, c'est un peu étrange, effectivement. Même s'il y a quelques titans qui vous permettent de envoyer des piliers, envoyer des bâtiments d'une case à un autre. Enfin, vraiment, thématiquement, c'est super cool, ça. C'est ça. Mais bon, reprenons sur les points négatifs, pour le coup. Il y en a un qui, moi, me dérange potentiellement un petit peu. Avec un... comment dirais-je, tiens. Oui. Je vais diminuer un petit peu la force de cet argument en disant que j'adore le jeu, mais
malgré tout, et j'arrive pas exactement à mettre le doigt sur la raison, j'aime beaucoup le jeu, mais je le trouve potentiellement un poil long. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que le dernier quart d'heure, les dernières 20 minutes, j'ai envie de finir le jeu. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui est un peu paradoxal, parce que je m'éclate bien sur le jeu, j'y prends beaucoup de plaisir, mais sur les dernières 20 minutes, ouais, je suis pas mécontent que le jeu se termine. Oui, c'est un peu paradoxal, c'est vrai, mais je comprends tout à fait, parce que j'ai un peu ressenti la même chose, notamment dans la partie qu'on a jouée aujourd'hui. Ah, aujourd'hui? D'accord, oui, mais même la partie à 3, mais la partie à 3, c'était contrebalancé par le fait que c'était excitant d'être à 3, et de voir qu'il y avait un territoire de plus qu'on pouvait aller coloniser, et qu'il y avait plus d'interactions. Mais c'est vrai que c'était assez long. Il y avait eu plus d'interactions à 3, clairement. C'était assez long, finalement, ouais, c'est vrai. Et c'est étrange, j'arrive même pas à mettre le doigt dessus, parce que vraiment j'apprécie beaucoup le jeu, mais sur la dernière partie du jeu, bon, allez, on finit quand même. Ouais, je suis assez d'accord, Ok. Un autre petit point éventuellement, on parlait tout à l'heure de rejouabilité, de variabilité, et je retire rien du tout. Je trouve par contre que le nombre de cartes de monuments est un peu limité. On arrive, si on est à 3, il y en a 9, donc ça fait pas beaucoup. Surtout quand on joue à 4. Ouais, et en plus elles sont pas vraiment chères à acheter, et elles peuvent être obtenues par d'autres manières beaucoup plus gratuites. Ce qui veut dire que finalement on les verra presque toutes à chaque fois. Sous réserve potentiellement de stretch goals en ajoutant par la suite, encore une fois. Mais là on parle de l'état du prototype tel que nous on l'a. Bien sûr. J'ai trouvé autant les cartes de personnages, sont assez nombreuses, ça va, autant les cartes de monuments, j'aurais aimé encore un petit peu plus de variabilité et de choses différentes. D'autant plus que les cartes de monuments sont souvent encore plus intéressantes que les cartes de personnages. Oui, elles sont vraiment puissantes. C'est peut-être pour ça qu'elles sont limitées en nombre, pour qu'on n'en ait pas trop non plus dans notre deck. Ouais, mais elles sont un petit peu plus chères à obtenir aussi. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai qu'elles sont un peu légères en termes de nombre. Peut-être là aussi la même chose un peu pour les cartes de prophétie. Les cartes de prophétie de niveau 1, il y en a assez. Niveau 2, ça va encore. Niveau 3, il y en a très peu. Ouais, c'est ça. Et elles sont toutes très similaires, alors que les autres niveaux 1 et 2 sont un peu plus variés, je trouve. C'est vrai. Bah, les niveaux 3, c'est tout basé sur vous contrôlez entièrement cette région, plus alpha. Genre, par exemple, plus vous avez 4 cartes de monuments dans votre deck, 4 cartes de monuments, si à 3 joueurs ou à 4 joueurs, c'est très chaud vu qu'il n'y en a que 9. Il n'en restera pas beaucoup. Il n'en restera pas beaucoup, ça c'est clair. Donc je me demande si dans certains cas, il n'y a pas des objectifs qui, en fin de partie, deviennent impossibles à réaliser. Potentiellement. C'est pour ça que je me demande aussi s'il n'y aura pas plus de cartes de monuments en stretch goals. Ça pourrait être... j'espère. Oui, j'espère aussi, personnellement. Ok. Autre chose en point négatif. Alors, ça, on entre dans le territoire un petit peu du module, parce que tout à l'heure j'ai mentionné un petit peu les barbares qui se trouvent donc ici. Le module en soi est sympa sur le principe, mais c'est uniquement le premier joueur qui, quand il va dépasser l'action Ascend pour entrer dans l'action Procure ou plus loin, va déclencher la phase de barbare. Et du coup, s'il programme un petit peu ses actions à l'avance, il va potentiellement envoyer les barbares sur des zones adjacentes, sur d'autres joueurs qui se seront pas forcément très bien préparés par exemple, alors que lui, s'il estime qu'autour de lui il n'y a pas de risque, ok c'est banco, il peut y aller. Donc il est un tout petit peu favorisé potentiellement à ce niveau-là. Ça, je trouve ça un tout petit peu dommage, mais peut-être que je manque un peu d'expérience sur le module également. Oui. Mais à voir. Oui, c'est une bonne question, parce que là on l'a testé qu'une seule fois, donc la première impression est un petit peu plus mitigée, mais elle pourrait être corrigée avec d'autres parties, et peut-être à plusieurs d'ailleurs. Si on y jouait à 3 avec les barbares, ça changerait peut-être pas mal de choses. Petit point sur les modules d'ailleurs, parce qu'on n'arrête pas de dire que c'était un jeu de 4x très très amical. Oui. En fait, c'est plus un 3x. Oui. Il y a un module avec escarmouche, peut-être un petit peu plus interaction directe, un petit peu plus agressif. Donc on l'a pas encore testé pour le coup celui-ci. Juste petit point aussi, il y a d'autres modules qu'on n'a pas encore essayé, y compris Atlantis. C'est vrai. Avec une cité dans la flotte apparemment, mais je n'ai pas trop approfondi le sujet parce que pour l'instant on l'a pas encore essayé. Tout à fait, c'est vrai. On va peut-être passer à la dernière partie. Point qui pourrait être négatif pour vous. Exactement. Alors, tu l'as déjà un peu mentionné comme étant toi positif, mais potentiellement négatif, c'est l'amicalité de la chose. Pour les gens qui veulent un truc plus musclé de base, puisque le plus musclé est un module, donc, un mode de jeu. Il n'y a pas énormément j'allais dire il n'y a pas d'interactivité, mais il y a de l'interactivité à partir du moment où tu prends des dieux et des choses comme ça, parce que tu peux à ce moment-là modifier des choses sur le plateau de jeu de l'adversaire, sur le plateau de jeu global.
Donc il y a quand même de l'interactivité. Et puis tu peux quand même assiéger une cité, prendre possession de la cité, etc. Je pense que pour certaines personnes, comme un peu pour nous, c'est peut-être une expérience un peu longue. Potentiellement. En termes de temps, peut-être. Mais finalement, nous à deux, là, la dernière partie qu'on a fait, elle a duré 2 heures. Oui. C'est pas si long que ça en réalité. Il y a d'autres jeux de 2 heures qui nous procurent pas cet truc de dernière 20 minutes où on se dit bon, faut qu'on fasse là. C'est vrai. Et encore, j'arrive vraiment pas à mettre le doigt sur le problème. C'est juste ce sentiment qui émane progressivement au cours de la partie qui me dit j'ai envie de terminer alors que je kiffe bien le jeu. C'est assez étrange. C'est assez bizarre. Et donc peut-être que ça vous procurera le même sentiment, peut-être pas du tout en fait. Peut-être qu'au bout d'un moment, on a un peu l'impression qu'on tourne finalement un peu en rond parce qu'on est déjà installé dans beaucoup d'endroits. On a déjà acquis beaucoup de cartes, donc acheter des nouvelles cartes n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Peut-être qu'au fur et à mesure de la partie, il y a certaines actions de la rondelle qui deviennent moins intéressantes. Settle par exemple, au bout d'un moment, on Procure est moins important. Deploy, une fois que tu as déployé toutes tes unités, bon c'était pas le cas pour ma partie à moi, mais peut-être qu'effectivement, sur la fin, le Ascend pour aller choper les pistes devient le truc le plus important. Devient prépondérant, oui, c'est possible. Et encore, il y a une action qu'on a très peu utilisée, nous, dans toutes nos parties, c'est l'action de construire directement une cité en payant très cher. Mais ces cités-là ne sont plus soumises à la disponibilité des cités, des pistes de progression. Donc ça, c'est un autre moyen de mettre fin à la partie d'une autre manière, plus rapidement. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup utilisé, vrai, voire jamais, je crois. Voire jamais. Alors que dans l'aspect course du jeu, ça c'est un truc assez prépondérant à mon avis. Ah bah voilà un point, si les gens n'aiment pas les courses, par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas Maracaibo pour ça. Oui, c'est Ils vrai. préféreraient être beaucoup plus lents et avoir le temps de développer beaucoup plus. On est peut-être plus dans ce profil de joueur-là, d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs. Là, c'est vraiment plutôt une course. Ça n'a pas l'air comme ça au début quand on joue, mais c'est vraiment une course sur les pistes différentes, une course sur bien remplir tout ça, une course sur les différentes prophéties, une course pour acquérir les cartes. Donc c'est une course globale, quoi. Donc si vous n'êtes pas fan de jeux de course, parce qu'on peut développer des stratégies qui vont essayer justement de mettre fin à la partie le plus vite possible, ce jeu est peut-être à considérer avec un peu plus de pincettes. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas l'aspect course, ça peut ne pas être problématique si, comme nous, vous avez un groupe de joueurs qui est plus dans l'optimisation, parce que nous, on n'est pas trop course, du coup, on se laisse se développer tranquillement chacun de notre côté, en essayant d'optimiser du mieux qu'on peut de notre côté à nous. On ne s'est pas tellement friqué sur cette dernière partie, on n'a pas du tout essayé de prendre possession des cités de l'autre joueur. Alors qu'à 3, on a un peu plus. À 3, toi, t'avais été laissé un peu près tranquille. Ouais, moi à peu près. Et sur la fin, t'avais été un peu plus agressif. Ouais, j'avais pris 1 ou 2 cités quand même. Mais notre troisième joueur avait été plus agressif envers moi, il y avait eu un peu plus de friction, tout à fait. Après, je pense qu'effectivement, ça peut être un point négatif potentiellement. La configuration de joueur optimale, bon après comme souvent dans les jeux de civilisation de contrôle du territoire, si vous jouez à 3 ou à 4 c'est quand même plus intéressant qu'à 2 fondamentalement, même si à 2 ça tourne bien, peut-être parce qu'on n'est pas trop prise de possession. Mais alors du coup peut-être que ton sentiment vient de là parce que tu sais que c'est une course, tu sens que c'est une course et tu le joues pas totalement comme une course et du coup tu es un peu en décalage par rapport au jeu lui-même. L'océan entre 2 fauteuils. C'est ça. Potentiellement, je ne sais pas. C'est possible, effectivement. Il faudrait tester encore un peu plus pour tirer ça au clair. Dans d'autres configurations, moi j'aimerais bien une fois voir ça à 4. Alors oui, justement, c'est un dernier module que j'ai oublié de mentionner. C'est-à-dire qu'à 4, on peut jouer en 2 contre 2. C'est vrai. Et ça aussi, ça doit être intéressant. Ça doit être assez fun. Ça doit être fun. Parce qu'en fait, ça change pas grand-chose en termes de gameplay. Simplement, on va cumuler les points des 2 joueurs pour faire un score final à 2. Mais du coup, il y a forcément des synergies à imaginer. On va peut-être se mouvoir de manière coordonnée pour attaquer une cité adverse en même temps, etc. Donc ça peut être assez sympatoche à 2 aussi. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça peut être sympa, c'est vrai. Bon, bah voilà, je crois que... On peut passer au bilan. Bah ouais, au bilan, il est globalement très positif quand même. Ouais. Il a pour lui, ce jeu, il a ce petit goût de reviens-y. Parce que j'ai eu, à chaque fois que la partie était terminée, envie d'y rejouer dans possiblement pas trop longtemps. Ouais. Donc ça, c'est pour moi extrêmement positif. Et l'envie de tester peut-être des approches différentes également dans le gameplay. Tout à fait. Peut-être l'envie pour moi, par exemple, de me forcer à certaines approches. Par exemple, je n'ai pas du tout utilisé ton personnage mythique. Le personnage mythique qui m'avait été attribué parce que ça ne correspondait pas à la manière dont je joue habituellement. Et du coup, j'aurais dû essayer de me forcer pour voir comment je pouvais essayer de l'optimiser. C'est vrai. Ceci dit, normalement, ils sont attribués en termes de... aux joueurs, soit un mécanisme de draft en début de partie. Oui. Là, c'est juste que j'ai installé le jeu avant que Xavier n'arrive, donc... Oui. Et puis, c'était la première fois qu'on le testait, on n'avait pas lu les pouvoirs, donc ça n'avait aucune importance. Mais finalement, je suis tombé sur un qui m'intéressait moins. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant en lui-même, c'est juste qu'il correspondait un peu moins à
à mon style de jeu, c'est tout. Ouais. Donc globalement très positif. Très bonne expérience, très belle découverte. Ouais. Vraiment beaucoup de points positifs, la multitude de choses à faire, les cartes multi-usages, la thématique et l'illustration, les illustrations générales qui sont très bien réalisées également. Tout à non, fait. il me plaît beaucoup. Ouais, je sais pas si je le backerai, ça dépendra aussi des autres campagnes en cours en même temps, mais c'est pas impossible. Ouais. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir comme stretch goals. Ouais, clairement. Pour voir. Il y aura aussi un mode solo qui est mentionné dans le livret mais qui n'est pas encore. Tout à fait. J'ai failli le tester, mais il était en test. Les concepteurs avaient recruté des gens pour le tester, mais c'était sur Tabletop Simulator et décidément je peux pas. J'y arrive pas. Pourtant j'étais intéressé, mais j'y arrive pas. Donc je ne le connais pas malheureusement. Donc on ne pourra pas juger de la qualité du mode solo. Voilà, c'est ça. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je pense également. Donc il va nous rester à vous souhaiter une très bonne continuation ludique et on va vous donner rendez-vous très bientôt sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Salut! À la prochaine!